Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un circuit imprimé électronique, que l'on appelle également un PCB en anglais, à l'aide du logiciel KiCad dans sa version 6. Bien que de nombreux tutoriels et de nombreuses ressources soient déjà disponibles sur Internet, cette vidéo a pour but spécifique de vous introduire à l'utilisation de KiCad afin de réaliser un PCB dans le cadre du projet de première année à l'École Polytechnique de Bruxelles. De nombreux logiciels sont spécifiquement dédiés à la création de PCB, mais nous allons ici présenter l'utilisation de KiCad car il est disponible sur de nombreuses plateformes et qu'il est gratuit. Pour que votre PCB puisse être fabriqué par l'équipe encadrante, nous vous demandons de nous fournir les fichiers KiCad de votre circuit, mais également de respecter les contraintes qui seront indiquées dans cette vidéo, ainsi que dans un document récapitulatif en annexe. Un PCB est une plaque qui est généralement formée de plusieurs couches, dont des couches de cuivre qui permettent de maintenir et de connecter différents composants électroniques et de les relier entre eux, dans le but évident de réaliser un circuit électronique qui soit fonctionnel. Alors ceci a plusieurs avantages, en permettant par exemple d'améliorer la robustesse d'un dispositif, de le miniaturiser ou encore de le répliquer en de nombreux exemplaires plus facilement. Différents composants peuvent être placés sur un même PCB, et au sein d'une même catégorie de composants, il existe aussi plusieurs formats. Par exemple, il existe les résistances traversantes, ou through-hole en anglais, qui sont particulièrement utiles pour les montages sur cartes de prototypage, et auxquels vous êtes déjà probablement assez familier. Il existe aussi des résistances montées en surface, qu'on appelle également SMD, qui sont bien plus petites et qui permettent de miniaturiser un circuit électronique. De nombreux composants existent à la fois en version traversante et en version montée en surface, comme par exemple des LED. Ceci veut dire que pour un même type de composant, et donc pour un même symbole schématique, il peut y avoir plusieurs empreintes différentes. Une empreinte étant la représentation à la fois de la surface occupée par le composant sur le PCB, mais aussi des points de contact de ce dernier sur le PCB. Toujours dans l'exemple d'une résistance, un même symbole peut donc indiquer à la fois une résistance traversante qui possède une empreinte spécifique, ou bien une résistance montée en surface, dont l'empreinte est très clairement différente. Il va de soi que les empreintes ne sont généralement pas compatibles entre elles, et il faut donc choisir la bonne empreinte pour le bon composant, afin de pouvoir le solder sur le PCB. En pratique, dans le cadre du projet, nous vous fournissons des bibliothèques de composants pour KiCad qui sont déjà associées à des empreintes de composants montés en surface pour réaliser votre implant. Si les PCB industriels sont généralement utilisés une fois qu'un circuit doit être répliqué de nombreuses fois, ils sont très complexes à fabriquer, ce qui implique un temps de fabrication très long et ils sont bien souvent très coûteux. Ils présentent généralement une grande qualité de finition, et en plus de connecter les composants entre eux, il est possible de réaliser de la sérigraphie, c'est-à-dire annoter le PCB avec une encre non conductrice, afin de faciliter l'assemblage et de noter diverses informations utiles sur le PCB. Dans le cadre du projet de première année, nous allons utiliser une méthode de fabrication du PCB qui est destinée au prototypage. Cette méthode est bien plus rapide, beaucoup moins coûteuse, et elle présente l'avantage de permettre d'effectuer certaines modifications au niveau des connexions après la fabrication du PCB si nécessaire. Il n'est cependant pas possible de réaliser de la sérigraphie sur les PCB de prototypage. Il est à noter que s'il est possible de fabriquer de manière industrielle des PCB qui possèdent plusieurs couches, ce qui permet de démultiplier les connexions possibles entre les composants et donc de réaliser des circuits plus complexes mais également plus petits, eh bien la technique de fabrication pour prototypage est plus limitée. Dans le cadre du projet de première année, vous êtes limité à la réalisation de PCB simple couche, c'est-à-dire qui comporte une unique couche de cuivre sur la face supérieure. Cette configuration simple couche est amplement suffisante pour réaliser ce projet et permet de limiter grandement le temps de fabrication du PCB. Alors réaliser un circuit électronique sur un PCB, ça se fait généralement en 4 grosses étapes. La première, c'est le dimensionnement du circuit électrique et l'établissement d'un premier schéma. Alors ce schéma peut être sous format papier ou format digital, mais il faut ensuite tester ce circuit sur des cartes de prototypage, donc des breadboards ou des cartes à trous, afin de valider le fonctionnement du circuit. La seconde étape, c'est la saisie du schéma électrique dans un logiciel de conception de PCB, par exemple KiCad. Ceci implique de sélectionner les composants nécessaires au circuit au sein d'une bibliothèque de composants dans le logiciel, et de les relier ensemble afin d'établir le schéma du circuit électrique à réaliser. C'est cette étape qui fixera définitivement les connexions entre les différents composants du circuit. Il faut ensuite transformer ce schéma en un positionnement des composants, ou plutôt de leurs empreintes, sur une carte tout en les reliant par des pistes de cuivre. Cette étape, ça s'appelle le routing, et c'est généralement la plus complexe, surtout si le circuit comporte beaucoup de composants. Car il faut alors réussir à les placer et les connecter, en minimisant la surface utilisée tout en évitant que les pistes se croisent. La dernière étape, c'est la fabrication du PCB. Il existe diverses méthodes et diverses technologies qui sont plus ou moins complexes pour le réaliser. Une fois que le PCB est produit, on peut passer à l'étape d'assemblage. On va donc souder les composants sur les empreintes qui auront été dessinées sur le PCB. Dans votre cas, et avant de continuer cette vidéo, l'étape 1 de dimensionnement devrait normalement être fortement avancée, voire finalisée, et vous devriez maintenant avoir un circuit fonctionnel sur protoboard. Pour information, nous allons fabriquer les PCB pour vous, mais vous devrez souder vos composants par vous-même.
Nous allons maintenant vous expliquer comment réaliser le schéma et le routing sur KiCad version 6. La première étape est évidemment de télécharger le logiciel. Pour cela, il faut se rendre sur kicad.org et dans la section téléchargement, il faut sélectionner votre système d'exploitation. Vous pouvez ensuite télécharger KiCad via les différents miroirs de téléchargement. Concernant l'installation, je vous recommande de laisser l'ensemble des paramètres par défaut. Alors une fois que KiCad est installé, on peut maintenant lancer le logiciel. Il est disponible en anglais et en français, mais la version française possède quelques erreurs de traduction, et donc je vais utiliser la version anglaise pour ce tutoriel, sachant que les versions sont bien évidemment équivalentes et que vous avez le droit de changer la langue via l'onglet Préférences Set Language. Alors la première étape quand on veut réaliser un PCB, c'est de créer un nouveau projet, donc je vais dans File, New Project, et je vais par exemple l'appeler Tuto. On peut remarquer que dans le menu de gauche, deux fichiers ont été créés. Le premier étant le fichier schéma qui contiendra le schéma du circuit électronique, tandis que le deuxième fichier, le fichier PCB, contiendra les informations du routing. Comme expliqué un petit peu plus tôt, nous allons devoir spécifier les composants à utiliser lors de la réalisation du schéma. Et dans KiCad, les composants sont rassemblés au sein de diverses bibliothèques. Chaque composant de la bibliothèque est composé d'un symbole pour le schéma et d'une ou de plusieurs empreintes. Dans le cadre du projet, nous vous fournissons un ensemble de dossiers qui constituent une bibliothèque et qui contient les composants majeurs nécessaires à la réalisation du projet. Les dossiers des bibliothèques sont disponibles dans un fichier annexe sur l'UV. Dans cette nouvelle installation KiCad, il faut manuellement inclure cette bibliothèque. Donc la première chose à faire est de récupérer les fichiers sur l'UV et de les copier dans le dossier de votre projet. Donc par exemple, ici, j'ai le dossier de mon projet et je vais simplement les coller dans le dossier de mon projet. Ensuite, il va falloir les inclure dans les préférences de KiCad. Donc je vais aller dans le menu Préférences, Manage Symbol Libraries, et je vais, dans Global Libraries, observer qu'il y a déjà toute une multitude de librairies déjà incluses par défaut dans KiCad. Mais je vais surtout rajouter une nouvelle librairie existante dans KiCad. Je sélectionne le dossier de mon projet, et je vais, dans le cas de la librairie des symboles, cliquer sur le fichier KiCad symbole. Alors dans mon cas, elle est déjà importée, donc j'ai un message d'erreur, mais ça devrait être OK pour vous. On va faire la même chose pour les footprints, c'est-à-dire les empreintes. Je vais ouvrir le menu préférence des footprints, Global Libraries, je vais ajouter un dossier qui sera le dossier .pretty de KiCad. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape de réalisation du schéma, et donc je vais ouvrir l'éditeur de schéma KiCad. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et on va pouvoir effectivement réaliser ce schéma. Pour placer un composant, il faut utiliser l'icône qui est sur la droite, ajouter un symbole, ou le raccourci A. Et quand on appuie dessus, on observe l'ensemble des librairies de KiCad par défaut. On peut également filtrer et chercher la librairie Engineering que l'on vient d'installer. Dans cette librairie, on observe qu'il y a déjà différents composants qui sont présents. On peut par exemple placer une capacité en appuyant sur OK et clic gauche pour la placer sur le schéma. Une fois sur le schéma, je peux appuyer sur Échappe pour désélectionner ma capacité et je peux zoomer avec la molette de la souris. Je peux également me déplacer en maintenant le clic droit de la souris et je peux déplacer mon composant avec le clic gauche. Je peux également effectuer des rotations et des symétries de mon composant, soit via le clic droit et rotation ou miroir, soit via les raccourcis, en l'occurrence R pour des rotations et Y et X pour des symétries. Si je veux rajouter un nouveau composant, eh bien je peux simplement rouvrir le menu symbole et ajouter un autre composant de la librairie Engineering, par exemple une diode Schottky. Je peux également, si je le désire, créer une copie d'un composant existant avec les raccourcis visuels CTRL-C et CTRL-V, ce qui va de facilement dupliquer certains composants si besoin. On peut également observer que quand je zoome, les composants en fait s'ancrent sur une grille. Cette grille peut être changée via un clic droit, option grille, et on peut donc changer la largeur de la grille. La première étape dans le cas de la réalisation d'un PCB, c'est de placer l'ensemble des composants dont j'ai besoin pour réaliser mon circuit, d'où l'importance d'avoir un schéma existant sur papier ou sous format digital afin d'avoir une référence sur laquelle s'appuyer. Je vais donc compléter mon schéma avec les composants dont j'ai besoin. Une fois mes différents composants placés, je peux également ajouter des symboles d'alimentation de masse qui vont servir de référence visuelle sur le schéma. Pour ça, je vais utiliser l'outil qui est juste en dessous, ajouter un power port. Et dans l'onglet Power, on peut voir une série
de tension d'alimentation ainsi que les masses d'un circuit électronique. Je veux donc par exemple rajouter une masse à mon circuit. Alors en pratique, ces symboles ne servent que de référence visuelle, et il faut y associer un connecteur afin d'avoir une empreinte sur laquelle connecter une tension d'alimentation, une bobine, etc. Pour ça, je vais donc retourner dans mes symboles et ajouter un connecteur. Il existe des formats avec un seul pad ou avec 2 pads. Dans mon cas, j'utilisais 2 pads. Une fois que tous mes composants sont en place, il faut les relier par des fils. Alors durant cette étape, les fils peuvent se croiser, mais il faut faire attention à ne pas créer d'interconnexion involontaire. Pour rajouter des fils, je vais utiliser l'outil fil, qui se trouve juste en dessous, ou le raccourci W. Il faut faire attention à ne pas le confondre avec l'outil bus, qui est quelque chose de tout à fait différent. Donc je vais utiliser l'outil fil pour créer une connexion entre 2 composants. Je peux également avoir donc des connexions qui passent par-dessus. Ça ne crée pas une connexion entre ces différents fils. Pour qu'une connexion entre différents fils soit existante, il faut volontairement cliquer sur le fil, ce qui crée à ce moment-là une petite boule qui indique bien qu'il y a une connexion entre ces différents fils. Je vais maintenant relier mes différents composants avec les fils afin de réaliser mon circuit complet. Il est à noter que si on peut bouger les composants après avoir réalisé des connexions, le schéma peut rapidement devenir brouillon. D'où l'importance de bien planifier son schéma à l'avance. Alors une fois que les différents composants sont en place et sont reliés, il faut maintenant passer à l'étape d'annotation. C'est-à-dire qu'il faut nommer chaque composant avec une référence qui lui est unique. Vous avez pu remarquer que chaque composant possède une référence qui décrit sa fonction, par exemple R pour une résistance, C pour une capacité et D pour une diode, et un point d'interrogation qui est destiné à être remplacé par un chiffre qui va désigner de manière unique ce composant. Il est possible de nommer manuellement chaque composant en faisant un double clic sur le composant et changer sa référence, mais c'est pas quelque chose de très pratique et qui peut très vite devenir long quand on a un grand circuit. On va donc préférer utiliser la méthode d'annotation automatique de KiCad qui se trouve dans l'onglet Outils ou Tools, Annoter schématique, et les paramètres par défaut sont très bien, donc je clique sur Annoter. L'ensemble des références de mes composants ont été ajustés de manière à ce que chaque référence soit unique. On peut également rajouter des valeurs aux composants, et pour cela, il suffit de double-cliquer sur mon composant. À une value, je peux lui donner sa valeur, par exemple 1 kΩ. Je m'assure que la boîte de dialogue ici est bien cochée pour l'afficher, et on observe qu'un 1K ici est apparu. Alors, il est mal placé, mais je peux, comme les composants, le déplacer, et effectuer une rotation pour mieux le placer. Et je vais donc comme ça donner des valeurs à chacun des composants de mon circuit afin d'avoir une meilleure référence quand viendra le moment de souder les différents composants au bon endroit. Alors une fois le schéma réalisé, il est peut-être utile de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de connexion. Pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle une Electrical Rule Check ou une ERC, qui va vérifier par exemple si toutes les pins sont bien connectées. Enfin attention que l'ERC ne vérifie pas si votre schéma est correct, simplement qu'il n'y a pas de problème de connexion. C'est un petit peu comme un correcteur orthographique qui vérifierait que chaque mot est bien écrit avec la bonne orthographe, mais qui ne vérifie pas si la phrase a du sens dans son ensemble. Pour utiliser l'outil ERC, je vais aller dans l'onglet Inspection, Electrical Rule Checker, et simplement cliquer sur Run ERC. Dans ce cas-ci, on observe qu'il n'y a pas de violation, pas d'erreur, pas de warnings. Si par exemple j'avais oublié de relier un composant, que j'ai effectué de nouveau une ERC, eh bien j'aurais une erreur qui m'a dit qu'une pin de mon circuit n'est pas connectée, et qu'a priori c'est probablement une erreur. Alors il est important de noter que l'annotation doit être effectuée avant de réaliser une ERC, sinon il y aura des erreurs dues au fait qu'il manque d'annotation. Alors une fois que le schéma est vérifié, nous allons pouvoir passer au routage. Pour ça, on va s'assurer que le schéma est bien sauvegardé avec la commande CTRL-S, et on va ouvrir le fichier PCB qui correspond au projet via le petit bouton Open PCB in Board Editor. Initialement, le PCB est vierge et il va donc falloir importer les informations du schéma vers le PCB. Pour ça, on peut utiliser le bouton qui se trouve tout au-dessus, Update PCB with Changes Made to Schematic. Et on peut se dire qu'il n'y a pas d'erreur, pas de warning. On peut donc mettre à jour le PCB et cliquer sur Fermer.
Les composants qu'on a définis dans le schéma sont maintenant ancrés sur la souris et il est possible de les placer via un clic gauche. J'utilise échappe pour tout désélectionner. Comme dans la vue schématique, je peux zoomer avec la mode de la souris, me déplacer avec le clic droit et déplacer mes composants avec le clic gauche. Je peux également effectuer des rotations avec la touche R. On peut observer que comme dans la vue schématique, les composants sont également fixés sur une grille dont il est possible de changer la taille via l'onglet grille du clic droit. Ce qui peut permettre de placer plus précisément les différents composants. Puisque ce que l'on dessine ici représente un PCB qui va être réellement fabriqué, il est important de respecter certaines contraintes. Par exemple, il est facile de comprendre qu'il va être très difficile de fabriquer une piste de quelques microns de large. La largeur minimale de la piste est donc une contrainte importante. Il est possible de définir ces contraintes dans un menu spécifique via le menu Fichier, Board Setup. Plutôt que de rentrer toutes les contraintes à la main, on peut aussi simplement importer les paramètres depuis un autre fichier. Et un fichier Settings sera disponible sur l'UV, settings.4pcb. On sélectionne l'entièreté des paramètres à importer et on l'importe. On clique sur OK. Une boîte de dialogue d'erreur peut apparaître, auquel cas il faut simplement appuyer sur OK. Une fois tous ces paramètres rentrés, il va être temps de passer au placement des composants. Tout d'abord, on peut observer que certains composants ont une empreinte particulière car le composant possède un sens. Par exemple, une LED possède une anode et une cathode, et la cathode peut être repérée via la barre perpendiculaire sur l'un des deux pads. On peut aussi repérer que le pad 1 ici est spécifié via un cercle supplémentaire sur le pad. Dans le cas où il y aurait une taille à respecter pour le PCB, il peut être utile de définir les limites de la carte. Ceci peut se faire en sélectionnant la couche Edge Cuts dans l'onglet des couches, et en dessinant des lignes, des arcs de cercle, des rectangles, des cercles ou des polygones sur cette couche. Je peux par exemple dessiner un rectangle, ce qui va me permettre de définir la taille de mon PCB. Je peux ensuite utiliser la vue 3D via l'onglet Vue 3D Viewer ou le raccourci Alt plus 3, qui me permet d'observer que les limites de mon PCB ont bien été définies. Et à noter que normalement les composants ici possèdent un modèle 3D qui n'apparaît parfois pas lorsqu'on lance le PCB, et dans ce genre de cas, relancer KiCad entièrement permet de résoudre le problème. Alors après avoir relancé KiCad, je peux maintenant relancer la vue 3D, et on peut observer effectivement que les composants possèdent, pour ceux pour lesquels c'est un intérêt, puisque pour les pads il n'y a pas de modèle 3D, ce sont juste des pads quasiment 2D, pour les composants 3D, il y a bien un modèle 3D qui existe, et qui représente leur forme sur le PCB. Plutôt que de dessiner un rectangle, je peux également dessiner par exemple un cercle et spécifier son rayon via un double clic et dire par exemple que mon rayon sera de 20 mm. Contrairement à la vue schématique, les pistes que l'on va tracer ici entre les composants ne peuvent pas se croiser car elles créeraient une connexion non désirée entre les composants. Avant même de tracer les routes, ou les pistes, on va donc chercher à arranger les composants sur la carte de manière à ce qu'ils prennent le moins de place, mais surtout à ce que les pistes, et donc les lignes blanches en fait, qui représentent les connexions entre les différents composants, se croisent le moins possible, voire pas du tout. Pour cela, il va falloir jouer avec le placement et la rotation des composants, de manière à trouver une solution la plus optimale possible. Je vais maintenant procéder au placement des composants au sein de ce contour circulaire, en évitant tout croisement des lignes blanches. Mes composants sont maintenant placés au sein de mon contour et il n'y a aucun croisement de lignes blanches. Et on peut observer ce que ça donne en vue 3D. Il faut essayer, tant que c'est possible, d'éloigner les composants les uns des autres afin de faciliter l'étape de fabrication. Il va falloir souder les composants et s'ils sont trop proches, ça peut devenir compliqué. Alors une fois les composants en place, on peut commencer à tracer les pistes. Pour ça, on utilise l'outil de traçage de pistes qui se trouve à droite, Route Tracks ou raccourci X. Je peux ensuite sélectionner n'importe quel point de mon PCB, mais il faut attention qu'ici, si j'essaie de cliquer, il y a une erreur, puisqu'on dit que les pistes ne peuvent se faire que sur les couches de cuivre. Effectivement, il faut bien faire attention à sélectionner la couche de cuivre supérieure pour pouvoir tracer une piste. Maintenant, je peux tracer ma piste. Je peux changer la taille de ma piste via la touche W du clavier, ce qui me permet de basculer entre différentes tailles prédéfinies de pistes. Alors comme je disais, il faut éviter de croiser les pistes, puisque là, on créerait forcément un court-circuit, ou en tout cas une connexion entre ces deux pistes.
Alors par défaut, KiCad est assez intelligent, et si c'est de créer une nouvelle piste à partir de ce pad, il m'est impossible de croiser la piste, mais c'est bonne pratique de toujours essayer de réfléchir à l'avance au tracé des pistes afin d'éviter de croisement. On peut aussi voir en surbrillance les différents pads que je dois connecter, ce sont des équipotentiels pour ce composant. Il faut faire attention à ce que dans le cas de la fabrication du PCB pour le projet, vous n'avez droit qu'à une seule couche de cuivre. Il faut donc tracer l'ensemble de vos pistes sur la couche rouge, qu'on appelle aussi la couche supérieure du PCB. Je vais donc maintenant procéder au routing du PCB. Mon PCB est maintenant routé, mais je peux encore effectuer quelques modifications. Par exemple, je pourrais imaginer déplacer cette piste qui est un petit peu trop proche de ce pad, et donc je vais simplement la sélectionner et la déplacer légèrement afin de l'écarter au maximum, ce qui va permettre de faciliter l'étape de soudure par après. Tant que possible, on essaie d'utiliser les pistes les plus larges possibles, puisqu'elles auront la résistance parasite et l'inductance parasite la plus faible, et qu'elles seront bien plus faciles à réaliser lors de la fabrication du PCB. Il est possible, et c'est généralement une bonne idée, d'ajouter des annotations sur un PCB. Dans le cas d'un PCB industriel, les annotations peuvent être réalisées sur la couche de sérigraphie, ce qui permet de ne pas créer de court-circuit avec les pistes. Dans la vue 3D, ce qu'on observe comme étant l'encre blanche à côté des composants. Cependant, cette couche n'est pas disponible sur les PCB de prototypage. On peut toutefois réaliser quelques annotations sur la couche de cuivre. Il faudra toutefois éviter de créer des courts-circuits accidentels, et donc parfois limiter le nombre d'annotations si la place n'est pas suffisante. En général, on inscrit le nom des composants, afin de savoir où les souder, ainsi qu'un numéro de série pour le PCB, le nom du projet, ou quelque chose de similaire. Dans le cadre du projet, nous vous demandons d'inscrire le numéro de votre groupe, afin de pouvoir identifier votre PCB. Pour ajouter un texte, il suffit de cliquer sur l'onglet texte, de sélectionner la couche de cuivre, et de taper le texte désiré. On peut également changer la largeur, la hauteur et l'épaisseur du trait. Les paramètres recommandés sont 2 mm pour la largeur, 2 mm pour la hauteur et 0,1 mm pour l'épaisseur. Attention qu'il n'y a aucune protection concernant les courts-circuits accidentels. Je pourrais très bien par exemple placer mon annotation ici, ce qui créerait un court-circuit entre le pad 1 et le pad 2 de mon composant. S'il vous reste suffisamment de place, vous pouvez également ajouter d'autres annotations qui indiqueront par exemple où souder certains composants. Par défaut, ils sont déjà indiqués, mais sur la couche de sérigraphie, mais il est possible de changer la couche en spécifiant qu'elle soit sur la couche de cuivre, et pourquoi pas en augmentant la taille de la police. Je vais donc procéder ainsi pour l'ensemble de mon PCB. Une fois le routage terminé, il est possible de vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans la construction du PCB. Pour ce faire, de manière similaire à l'ERC, on peut aussi utiliser l'outil de DRC, Design Rule Check, qui se trouve dans l'onglet Inspection, Design Rule Checker. On peut cette fois le lancer et on peut observer différentes erreurs. Ces erreurs nous indiquent qu'il y a des courts-circuits, ou en tout cas pas assez d'espace entre différents points de cuivre qui ne sont pas au même circuit potentiel. Les différentes flèches indiquent où sont les problèmes. Par exemple, notre annotation ici, R3, est bien trop proche des pistes de cuivre, il va donc falloir la déplacer. De même pour cette indication R1. On peut maintenant relancer l'outil Design Rule Check. Cette fois, il n'y a plus qu'une seule erreur. Si on ne sait pas où elle se trouve, on peut simplement cliquer dessus pour avoir un zoom sur la zone en question. À nouveau, c'est un problème de clearance, donc d'espace entre les pistes, entre l'annotation D1 et la piste. Je vais donc légèrement déplacer mon annotation. Je lance une dernière fois, et cette fois plus d'erreur, plus de warning. A priori, le PCB peut être fabriqué. J'avais oublié de connecter une piste. J'aurais dans ce cas-là obtenu une erreur et un warning, qui constitue le fait qu'il manque une connexion. Une fois le routage terminé, il va falloir exporter les fichiers, afin de pouvoir fabriquer les PCB. Dans le cas d'une fabrication industrielle, il faut exporter le PCB dans un fichier Gerber, en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant. Dans le cadre du projet, nous vous demandons simplement de nous fournir le fichier KiCad PCB, qui se trouve dans le répertoire de votre projet, en le renommant avec votre numéro de groupe.
Ceci conclut cette vidéo d'explication, et je vous souhaite un bon travail.